Encore plus de bonnes idées, plus de conseils, plus de questions à vous poser en tête-à-tête. Voilà ce que nous vous proposons dans les capsules d'Au cœur du couple. Tous les 15 jours, retrouvez l'une de nous ou l'un de nos experts pendant 20 minutes pour vous parler d'un sujet qui vous touche, qui vous préoccupe, sur lequel vous désirez avancer. Parentalité, sexualité, psychologie, bien-être, tous ces domaines qui impactent notre équilibre amoureux. Parce que nous souhaitons vous aider à être de plus en plus acteurs de votre couple et que nous croyons fermement que sans l'implication de chacun, un couple ne peut s'épanouir, nous sommes heureuses de vous embarquer dans cette capsule d'Au cœur du couple. Bonjour, moi je suis Lorraine, je suis la fondatrice d'Émancipée. Émancipée, c'est une plateforme qui est dédiée au cycle, principalement au cycle des femmes et plus globalement aussi à la fertilité, à la contraception, en fait, à tout ce que la connaissance du cycle peut permettre d'apporter à une femme et à un couple avec plus d'autonomie, plus de pouvoir, etc. Donc c'est vraiment ça mon sujet. Et aujourd'hui, on va parler du cycle et de l'homme. En fait, moi je parle souvent du cycle et de la femme, mais c'est très important aussi de parler des hommes dans tout ça. Et ce à quoi on m'a demandé de réfléchir, c'était un petit peu comment on peut expliquer à l'homme comment fonctionne notre cycle pour aller au-delà du elle est relou, elle a ses règles. C'est quoi le défi un peu de lever le tabou, de lever la pudeur sur ce sujet-là. C'est un sujet qui me parle énormément parce que je trouve qu'en fait il y a une méconnaissance énorme des femmes sur leur cycle, où en fait les femmes n'ont plus appris à écouter leur corps, et en fait alors que le corps d'une femme, il a un langage bien à lui, il a un mode de communication bien à lui qui est en fait à travers des symptômes, des indices, parfois des douleurs, parfois des émotions, etc. Et en fait, on sait pas forcément décoder ce langage, on sait pas parler avec son corps, avec son cycle. C'est un petit peu comme dans une relation, justement, ça c'est des choses qui parlent peut-être à ceux qui ont l'habitude d'écouter Amour toujours. C'est qu'en fait, on peut être dans une relation de connaissance avec quelqu'un où voilà, on est un petit peu dans la pudeur, on se découvre, on n'est pas forcément à l'aise, on parle pas de choses intimes. Après, on va avoir des amis où là, on va aller plus en profondeur, pouvoir avoir des conversations plus riches, etc. Puis après, on peut être partenaire, on peut être amoureux où là, en plus, on va se tirer vers le haut, on va s'aider, on va se soutenir, etc. Et je pense que beaucoup de femmes, déjà, sans parler d'après avec l'homme, sont dans une relation de connaissance avec leur corps. Un petit peu, il est là, il me dit des trucs parfois, je comprends pas. Quand il me fait mal, j'éteins. Je prends un Doliprane, je mets un pansement, je fais le dos rond. Et en fait, qu'est-ce qu'il a à me dire mon corps et comment je peux être plus à son écoute et être dans une relation en fait de partenariat avec lui et de me dire, ok, si tu m'envoies ce message, parfois le corps il murmure, puis parfois il crie. Et les femmes qui ont des cycles douloureux savent très bien ce dont je parle. Les femmes qui ont des syndromes prémenstruels importants, où en fait les fins de cycle, on a une irritabilité énorme, une fatigue, etc. Je pense qu'elles comprennent aussi. Tout ça, en fait, c'est le langage du corps, c'est le langage du cycle, c'est le langage des hormones, parce qu'en fait, dans la santé d'une femme et dans les symptômes d'une femme, il y a énormément de choses qui sont liées à ces hormones. Et on n'a pas appris déjà soi-même à les écouter, à les prendre en compte, à les apaiser, etc. Donc ça, c'est le premier sujet. Et du coup, forcément, par effet ricochet, c'est encore pire dans la relation à l'autre, parce que si déjà soit on se connaît peu, on n'est pas du tout en mesure de faire de la pédagogie, d'avoir un dialogue constructif avec l'autre quand soi-même on n'est pas à l'aise avec son corps. Donc moi, mon approche, d'expliquer aux femmes, décodez votre cycle, soyez son allié, écoutez votre corps, écoutez son langage, écoutez ce mode de communication qu'il a avec vous, essayez de vous reconnecter à tout ça et, dans un second temps, parlez de tout ça, faites sauter le tabou et parlez-en autour de vous et notamment dans votre couple. Je vais vous donner des exemples concrets parce que là, ça peut être un petit peu abstrait ce que je raconte, mais justement, pour parler du fameux syndrome prémenstruel, donc souvent on dit « Oh, elle a ses règles, elle est chiante ». En vrai, c'est pas forcément pendant nos règles qu'on n'est pas bien, c'est les jours qui précèdent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le moment du cycle où toutes les hormones qui sont montées, qui ont fluctué pendant plusieurs jours, plusieurs semaines pour nous faire ovuler, ces hormones chutent d'un coup en fin de cycle. Et en fait, cette chute hormonale, elle peut être très violente. Elle va créer une sorte de sevrage en fait pour la femme, un sevrage hormonal, et ça peut entraîner
des troubles émotionnels assez importants, avoir des troubles du comportement aussi. On va vraiment se replier sur soi, avoir plein d'envie de nourriture très sucrée, très salée. On va être irritable, on peut avoir de l'anxiété, on peut mal dormir, on peut du coup être très intolérante à l'autre et notamment à celui qui partage sa vie. Et en fait, ça, si déjà on est conscient de soi-même que c'est quelque chose de cyclique, que c'est quelque chose d'hormonal, alors on est censé vivre des fluctuations au cours du cycle, on est censé avoir cette petite chute, cette petite baisse de régime en fin de cycle, mais c'est pas censé nous handicaper au quotidien. Mais que ce soit en fait de l'ordre du physiologique, c'est normal, je me sens un peu moins bien en fin de cycle, ou de l'ordre un peu plus du déséquilibre, je me crache complètement en fin de cycle, et dans ce cas-là, j'ai un travail à faire sur mon cycle, mais dans tous les cas, de communiquer là-dessus, d'en parler quand on est en couple avec la personne qui partage sa vie, et d'expliquer, en fait, c'est pas moi, c'est mes hormones. Souvent, moi, je dis ça aux femmes, je dis, c'est pas toi, c'est tes hormones. C'est compliqué, je suis dans un moment compliqué, et ben ça apporte énormément de bienveillance, énormément de compréhension, énormément d'apaisement, parce que l'autre ne va pas se remettre en cause directement en disant mais qu'est-ce que j'ai fait quoi, voilà, ou qu'est-ce que je fais avec cette personne, comment peut-elle être aussi irritable et aussi saoulée par moi à certains moments. Si on fait pas le lien de la cyclicité avec la cyclicité, on se dit mais il y a plein de moments où cette personne me déteste, et moi la première, on en rigole un peu avec mon mari, mais il y a des moments où je ne le supporte pas. Il respire, ça me saoule. S'il a le malheur de laisser un truc traîner, ça me rend dingue. Et sauf que lui et moi, on communique beaucoup là-dessus. Et il sait que si je suis en fin de cycle, d'autant plus quand ça a été un cycle un peu compliqué, parce que j'ai été stressée, parce que j'ai eu plein de choses qui font que du coup, ça se répercute sur mes hormones et sur la fin de cycle, et ben en fait, il fait le dos rond pour le coup. Il se dit ok, vas-y, laisse tomber, c'est mort, j'en ferai rien. Et ça, en fait, ça aide beaucoup à ne pas partir au combat, ne pas partir au clash, que l'autre se dise ok, en fait là ça sert à rien que j'essaye d'avoir une explication, parce qu'en fait c'est purement hormonal, et il y aura pas forcément d'issue constructive. On parlera une fois que cette période sera terminée, et là on retrouvera de la complicité, de la bienveillance, de l'apaisement, parce que cette période sera terminée. Donc moi je suis convaincue que déjà sur cet aspect des fluctuations, etc., c'est vraiment ultra important de communiquer dessus, dans son couple, dans sa famille, pourquoi pas avec ses enfants quand ils sont suffisamment grands, pourquoi pas même au travail. Nous, c'est vrai que bon, après, on est une boîte de nanas qui travaillons sur ces sujets, mais tout le monde sait où on est, tout le monde dans son cycle. Et du coup, ça aide beaucoup à s'adapter un petit peu, et à pas aller sur des sujets casse-gueule quand on sait que la personne est en fin de cycle et qu'elle est un petit peu plus à fleur de peau. Donc voilà, moi je pense qu'il faut lever le tabou là-dessus et oser en parler, parce que c'est ça qui fait la richesse des femmes aussi. Les femmes, elles sont cycliques, elles vivent ces fluctuations. Ça peut être vers le bas, comme la fin de cycle, c'est aussi beaucoup vers le haut, et ça c'est une force aussi au sein du couple. Être consciente par exemple de cette montée d'énergie, de cette ouverture aux autres, de cette prise de confiance, cette motivation qu'on a plutôt justement depuis la fin des règles jusqu'à l'ovulation, là donc plutôt la première partie du cycle, grâce aux œstrogènes qui montent à ce moment-là. Et ben ça aussi en fait, ça permet de soi-même en tant que femme de surfer là-dessus et de se dire waouh, mais ça fait du bien quand je me sens comme ça, et de pas se dire je suis complètement schizophrène, il y a quelques jours j'avais envie de mourir et là je suis la reine du monde. Non, c'est pas toi, c'est tes hormones. Et aussi dans le couple de pouvoir communiquer là-dessus et en profiter et se dire ok, on va se faire des trucs ensemble parce que moi j'ai la pêche. Il y a aussi un vrai sujet libido, c'est que la libido des femmes, elle fluctue au cours du cycle, elle monte avant l'ovulation et pendant l'ovulation, et après elle peut redescendre. Donc si ça aussi on en discute, et ben voilà, c'est chouette d'être conscient de ça et de se dire bah voilà, il y a des moments où je serai plus ouverte dans les relations, que ce soit intime ou dans le dialogue, d'autres moins. C'est pas que je te fuis, c'est qu'en fait là hormonalement je suis pas du tout dans ce délire-là. Donc voilà, faut savoir que notre cycle de femme, même si nous, la plupart du temps, c'est pas du tout notre objectif, il est fait pour qu'on se reproduise tout le temps, tous les cycles, de nos 11 ans à nos 50 ans, en moyenne, hein, c'est pas de la puberté à la ménopause. Et en fait, tous les cycles, notre corps nous prépare à ovuler en première partie de cycle et à être ouverte à l'autre pour nous reproduire. C'est très trivial ce que je dis, mais c'est ça, en fait, l'effet des hormones, nous rendre ouvertes, attirantes, attirées, tout ce que vous voulez. Et dans la deuxième partie de cycle, la progestérone, l'hormone qui est présente, qui est dominante après l'ovulation, progestérone, elle est là pour protéger la gestation, et donc elle va beaucoup plus nous replier sur nous-mêmes,
sur l'éventuel bébé qui est là, qui la 99% du temps n'est pas là, je suis d'accord. Mais en tout cas, notre corps, lui, c'est ça, son fonctionnement hormonal, nous mettre plus vers l'intérieur pour qu'on couvre en fait, qu'on va peut-être plus manger aussi parce que potentiellement notre corps peut imaginer qu'il peut y avoir un bébé dedans. Donc voilà, et si on a cette conscience il y a des moments où je suis plus ouverte, des moments où je suis plus fermée, des moments où je suis plus dans la relation à l'autre, des moments où je suis plus dans la relation avec moi-même, des moments où je peux avoir une discussion constructive, des moments où en fait c'est peut-être pas la meilleure idée, et ça nous aide nous-mêmes et ça nous aide dans notre relation à l'autre et notamment dans le couple, puisque c'est l'objectif, c'est le thème de ce podcast. Donc voilà, moi je pense que pour reprendre les questions que m'avaient posées Swazik et Marie-Lise, elle disait, on a été élevés en pensant que ça relevait de notre intimité, que c'était quelque chose d'un peu honteux. Comment se défaire de cet héritage? Déjà, il faut se dire que c'est absolument pas honteux de parler de son cycle, de parler de ses règles, de parler de son ovulation, de parler de sa glaire cervicale, les pertes blanches qui sont un signe qu'on est en train d'ovuler. Tout ça, c'est des choses où en fait, il y a un moment où tout le monde est la même chose. Donc, faut appeler un chat et c'est de l'ordre de l'universel pur. Donc l'intime est toujours universel, mais voilà, là-dessus, au moins dans un couple et même au-delà, il faut faire sauter ces tabous. Et surtout, il faut se dire que cette ouverture du dialogue, cette pédagogie en fait qu'on va faire avec l'autre, elle est vraiment dans notre intérêt, à nous en tant que personne et en tant que partenaire, parce que ça va vraiment, j'en suis certaine et je le vois tous les jours, apaiser les relations, apporter une meilleure compréhension mutuelle et dénouer en fait des blocages. Et moi, je suis convaincue qu'il y a des couples qui parfois vont jusqu'au clash pour des problématiques hormonales. Et notamment, à partir de la fin de trentaine, le début de la quarantaine, les femmes ont leur cycle qui commence à décroître un petit peu, et c'est normal, c'est physiologique, c'est ce qu'on appelle la périménopause. Alors, ça peut durer 10 ans, donc faut pas baliser si ça commence tôt. La ménopause, c'est le moment où les cycles s'arrêtent, où on n'a plus de règles pendant plus de 12 mois. Ça, c'est la ménopause. Mais avant, il y a une longue période qu'on appelle la périménopause, et même, il y a des prémices, ce que j'appelle moi les prémices de la périménopause, qui peuvent commencer dès... Moi, j'ai 39 ans, je commence tranquillement. Et ça, c'est une période où, en fait, du coup, hormonalement, c'est très chamboulé, c'est très compliqué. Et je suis personnellement intimement convaincue qu'il y a plein de couples qui battent de l'aile, voire qui se séparent. Alors qu'en fait, s'il y avait une meilleure compréhension du corps, une meilleure compréhension de ce chamboulement hormonal, de cette irritabilité d'un coup qui monte, de tous ces troubles qu'une femme peut avoir, d'avoir plus d'anxiété, plus d'insomnie, plus de fatigue, etc., déjà, on peut travailler dessus, parce que ça, évidemment, c'est pas une fatalité, et ces hormones, quand elles crient, si on sait leur parler, on sait les apaiser. Et puis, au sein du couple, de se dire, OK, en fait, moi, en tant que femme, c'est une période de chamboulement. Comment on va faire ensemble pour que ça se passe le mieux possible, pour qu'on essaye de naviguer sur des eaux moins troubles ensemble en tant que partenaire, parce qu'on est conscient que le problème, c'est pas notre couple, c'est pas notre amour, c'est pas notre lassitude, c'est pas notre sexualité, c'est peut-être aussi des choses qui nous prennent comme une vague, des hormones qui nous surlupine un peu, et je pense que ça peut beaucoup aider. Là où un homme, lui, en fait, est linéaire. Un homme n'a pas de variation hormonale. Il est tous les jours sous la même emprise d'hormones, sa testostérone, c'est tout, qui est toujours là, un peu plus haute le matin, mais bon. Et donc, un homme n'a pas du tout ces problématiques-là qu'une femme a. Toutes les femmes, en tout cas celles qui sont pas sous contraception hormonale, ont. Et donc, voilà, c'est pas toujours... connu, et après quand on en a conscience, on se rend compte que en fait ça peut apporter beaucoup d'apaisement. Sur le sujet de la contraception, qui est très lié, en tout cas qui peut être très lié, en fait pendant des années, la contraception, et encore aujourd'hui, ça a été vraiment un sujet de femmes pour plein de raisons. La première, qui est très normale, c'est qu'en fait les femmes ont besoin de maîtriser ce sujet-là parce que c'est dans leur corps que ça se passe. C'est elles qui prennent un risque de grossesse quand elle n'est pas désirée. Donc voilà, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur le partage de la charge mentale, de la contraception, etc. Mais je pense aussi que il y a un besoin de maîtrise quand même aussi du côté féminin. Mais moi, ce à quoi je forme les couples, c'est ce qu'on appelle la symptothermie, qui est une méthode d'observation du cycle où justement on va chercher à laisser le cycle naturel et savoir en fait repérer les périodes de fertilité d'une femme, quand est-ce qu'elle est fertile, quand est-ce qu'elle l'est pas, pour pouvoir adapter sa sexualité en conséquence. Alors c'est une méthode qui s'apprend, qui nécessite d'être formée, et qu'on fait pas en freestyle, en téléchargeant une appli ou en faisant des calculs un petit peu d'apothicaire ou quoi. C'est une méthode plus moderne qui est encore pas suffisamment connue, mais qui l'est quand même de plus en plus, et qui en fait, grâce aux indices
qu'envoie le corps au cours du cycle. Donc, c'est ce fameux langage du corps, j'en parlais tout à l'heure. Il y a un petit peu ces chamboulements émotionnels, physiques, ces éventuelles douleurs, etc. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus terre à terre qui sont qu'en fait, quand une femme s'apprête à ovuler, elle produit beaucoup d'œstrogènes et ces œstrogènes entraînent la production de glaire cervicale, qui est une sécrétion produite par le col de l'utérus, que beaucoup de femmes appellent les pertes blanches, qui en fait sont pas du tout des pertes vaginales ou quoi, sont produites par le col, qui évoluent en fait en qualité dans les jours qui précèdent l'ovulation pour passer de quelque chose d'un peu pâteux, collant à une sensation, enfin un aspect plus crémeux, plus humide et quelque chose qui va vraiment parfois ressembler à du blanc d'œuf cru, donc très translucide, très étirable et laisser une sensation glissante. Ça, c'est l'observation de la glaire qui permet en fait de voir l'ovulation arriver. Et une fois que l'ovulation a eu lieu, dans le corps de la femme, le follicule qui a libéré son ovule devient un corps jaune et commence à sécréter cette fameuse progestérone dont je parlais tout à l'heure, l'hormone qui nous replie un petit peu plus sur nous-mêmes et qui a un autre effet pour protéger une grossesse, progestérone, c'est de faire monter notre température corporelle de l'ordre de 0,3 degrés, donc c'est très peu, mais quand on prend sa température quotidiennement, et ben on s'en rend compte. Et en fait, cette conjonction d'indices, cette analyse combinée de la glaire cervicale, éventuellement du col de l'utérus qui lui aussi bouge au cours du cycle, mais bon, je vais peut-être pas rentrer dans ces détails-là, et de la température, et ben une femme est capable de savoir chaque jour si elle est dans une période fertile ou si elle a ovulé et que du coup, elle n'est plus en risque de grossesse puisque l'ovule ayant été libéré et s'étant a priori désagrégé s'il n'a pas été fécondé, jusqu'au prochain cycle, il n'y aura pas de deuxième ovulation. Donc voilà, ça, c'est une méthode de contraception qui est tout à fait reconnue par l'OMS, par le gouvernement français, malheureusement pas encore enseignée dans les études médicales, donc avec encore plein d'amalgames, plein de quiproquos avec les vieilles méthodes, type méthode du calendrier au gyno, la méthode des températures de nos grands-mères, etc. Donc il y a encore plein d'amalgames, mais c'est une méthode qui a démontré sa fiabilité avec des études qui sont encore une fois partagées par l'OMS, qui montrent que elle est fiable à plus de 98%. Ça veut dire que sur 100 couples qui utilisent cette méthode pendant 1 an, il y aura 2 grossesses non désirées en pratique. Pour info, la pilule, c'est 7, c'est-à-dire qu'il y a 7 grossesses non désirées sous pilule par an pour 100 couples, parce que la pilule peut être oubliée, prise à la mauvaise heure, vomi. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Donc, il n'y a pas de contraception fiable à 100%, sauf l'abstinence, évidemment. Donc, voilà, tous les contraceptifs ont des avantages et des désavantages, des taux de fiabilité qui varient. Mais cette méthode-là, c'est une méthode qui est adaptée à des femmes qui n'ont pas forcément envie de brider leur corps avec des hormones ou de subir des effets secondaires d'hormones, qui veulent quand même avoir une certaine maîtrise de leur contraception, mais tout en partageant la charge mentale et surtout la responsabilité de la contraception. Parce qu'en fait, quand on utilise cette méthode-là, on va ensemble, en conscience, savoir qu'il y a des périodes à risque qu'on va éviter. Et si on décide de prendre un risque, on le prend à 2, puisque les 2 membres du couple sont bien informés qu'on est dans une période fertile. On n'est pas obligé de s'abstenir pendant cette période, on peut se protéger des rapports, mais en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait d'éjaculation, de pénétration vaginale, puisqu'il y a un risque de grossesse. Ça, c'est un truc où quand j'en parle, moi, j'explique que pour moi, ça permet de justement mieux répartir la charge mentale de la contraception, puisque en fait, c'est pas juste la femme qui, si elle oublie sa pilule, va être responsable de l'accident entre guillemets. Je pèse mes mots. Parfois, on me dit bah non, mais si c'est encore à la femme de tout faire, c'est une grosse charge, faut qu'elle s'observe au quotidien, faut qu'elle prenne sa température, etc. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a qu'une femme, je disais, qui peut écouter son corps, qui peut écouter le langage de son corps. Donc, sa glaire cervicale, c'est elle qui va l'observer. Sa température, c'est elle qui va la prendre. Après, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils modernes qui font que, voilà, on a des outils connectés qui prennent la température à notre place. Donc, c'est quand même de plus en plus facile à intégrer dans son quotidien et moins fastidieux. C'est pas le sujet. Mais donc, oui, l'observation est forcément féminine. Après, c'est quelque chose qui devient très vite très instinctif. La glaire cervicale, c'est à chaque passage aux toilettes qu'on va regarder, en fait, ce qu'il y a sur le papier quand on s'essuie et ce qu'on ressent comme sensation. Et puis, à la fin de la journée, on va le noter. La température, je vous disais, c'est le matin, c'est 3 minutes le matin, voire 1 seconde si on a un objet connecté. C'est pas, en réalité, dans la vraie vie, si prenant. Et après, en fait, là où pour moi la charge peut être partagée, c'est qu'au niveau de l'interprétation, parce que ces indices, on les observe et après on les interprète pour dire, OK, j'ai vu ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et ben ça, c'est quelque chose qui peut parfaitement se faire à 2 et qui se fait beaucoup à 2. Moi, je forme beaucoup de couples où les hommes viennent s'impliquer. Alors bon, ils sont moins au taquet parce que ça les passionne moins, parce que forcément les femmes, quand on leur explique là, ça d'un coup, ben elles trouvent ça incroyable d'être passées à côté de ces infos pendant tant d'années, de se reconnecter à leur corps. Donc il y a un enthousiasme féminin qui n'est pas forcément toujours présent côté masculin, mais une approche peut-être qui peut être plus terre à terre de OK, c'est comme ça que ça fonctionne, un peu plus scientifique.
pratique. Et donc, si on est capable à deux déjà d'interpréter, et ben du coup, on va partager la charge parce que en conscience, on va pouvoir se dire tiens là tu confirmes avec moi, ouais j'ai bien ovulé, ok j'ai mes 3 températures hautes, je rentre pas dans les règles, mais ok donc ensemble on va se dire c'est bon là on est sûr de nous, on valide, ce qui n'est pas très compliqué hein, très vite quand on a appris les règles ça marche, faut juste encore apprendre les règles et après donc ça c'est la phase de l'interprétation qui peut être partagée et puis la phase de l'attitude qu'on adopte. De se dire, OK, là, on sait qu'on n'a pas de risque de grossesse, on y va, on s'amuse. Là, on sait qu'on est dans une période fertile. Et ben, dans un dialogue constructif, on se dit, OK, ne me dis pas si j'ai trop envie de toi. Non, en fait, là, pas comme ça. Par contre, eh ben, ça va pouvoir apporter un peu de créativité au sein du couple parce que on va devoir apprendre à faire l'amour autrement. Et ce qui est tout à fait possible et parfois la sexualité a beaucoup à gagner à ça, pas forcément toujours vouloir que ce soit juste une pénétration vaginale emballée c'est pesé. On peut faire plein d'autres choses pour s'apporter du plaisir, donc ça c'est une première chose. Et puis après si vraiment on a envie d'un rapport avec pénétration, on peut toujours se protéger, utiliser un préservatif, etc. Mais en tout cas on va avoir cette responsabilité partagée puisque c'est en conscience qu'on va se dire non, là on prend pas de risque. Oui, on prend un risque ultra modéré en mettant un préservatif, par exemple, parce que du coup, le préservatif n'étant pas fiable à 100%, on sait qu'il peut craquer, on sait qu'il peut avoir été mal posé, etc. Ou en conscience, on se dit, non, on est des oufs, en fait, on y va, mais on sait qu'on peut avoir une grossesse et c'est qu'on est ouvert à une grossesse. Et c'est une décision qui se prend à deux. Donc, sur tous ces sujets de charge mentale de la contraception, oui, il y a une charge évidemment un peu plus féminine puisque c'est le corps de la femme qu'on va observer, puisque c'est elle qui n'est fertile que quelques jours par mois, là où l'homme il est fertile tout le temps, donc la question se pose pas côté masculin. Mais ensuite, sur l'interprétation et sur l'attitude adoptée en matière de sexualité, c'est quelque chose qui se vit vraiment à deux. Et moi, je trouve que le couple a beaucoup à gagner à ça aussi, dans sa communication, dans son respect du corps de l'autre. Voilà, une femme dont le partenaire, quand c'est un homme, est OK pour qu'elle prenne pas d'hormones, qu'elle laisse son cycle au naturel, ça peut aussi être une preuve d'amour. En fait, c'est chouette de pas vouloir imposer entre guillemets ça, parce que c'est quand même un comble. Mais donc voilà, c'est quelque chose qui se vit à deux et qui peut rythmer un petit peu la sexualité, mais en lui apportant plein de bienfaits. En tout cas, moi, j'en suis intimement convaincue. Et le dernier sujet dont on parlait les filles, c'était l'enjeu de transmission à nos enfants. Je vais peut-être être plus courte là-dessus parce que je pense que j'ai déjà été très longue. Évidemment, tout ça, cette connexion au corps de la femme, cette écoute du corps, moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait, dans l'idéal, être le plus naturel possible et donc être compris dès le plus jeune âge pour pas avoir ces espèces de révélations déjà un peu choc au moment des premières règles, quand on nous a pas préparé à ça. Et puis après, surtout, au moment, moi c'est mon quotidien, au moment où la femme a un désir de grossesse et qu'en fait elle réalise qu'elle connaît pas son corps, qu'elle sait pas du tout comment il fonctionne et quand son corps ne fonctionne pas comme elle voudrait, c'est-à-dire qu'elle ne lui apporte pas une grossesse aussi vite qu'elle le souhaiterait, et ben c'est très violent en fait cette sensation d'être passé à côté de plein de choses, de pas avoir été à l'écoute, peut-être d'avoir perdu du temps parce que on n'a pas soigné certains déséquilibres, on n'a pas creusé certains sujets. Donc moi, en tout cas, c'est mon ambition personnelle dans ma famille et aussi à travers Émancipée, c'est d'aider les mères et les pères à parler à leurs filles et à leurs fils le plus tôt possible de leur corps pour que ça devienne quelque chose de naturel pour eux, qu'ils soient à l'aise avec ça. Nous, chez nous, tout le monde sait ce que c'est les règles. Voilà, tout le monde sait que maman, il y a des moments où faut pas l'embêter, faut la laisser tranquille. Et en fait, j'ose espérer que du coup, ils auront un naturel très fort par rapport à ça. Après, c'est aussi à chacun de mettre le curseur là où bon lui semble. Il y a un âge pour tout, il y a des mots à adapter à tout. L'idée, c'est pas de parler de choses forcément hyper crues ou hyper réalistes, mais plus de réapprendre aux filles notamment, mais aux hommes aussi, parce que ce sera des futurs partenaires peut-être qui seront plus conscients et plus bienveillants et avec qui on partira de plus haut à connaître leur corps, à écouter leur corps, à être partenaire du corps et pas juste de cohabiter avec. Et voilà, après c'est à chacun de transmettre ça avec ses mots, avec sa sensibilité. Mais si déjà nous, en tant que femmes, on se connaît plus et mieux, on pourra plus facilement transmettre des choses simplement, naturellement à nos filles et à nos fils que si nous déjà on est complètement déconnectés et que forcément on n'a pas d'outils pour partager ça. Voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé. J'espère que on a abordé plusieurs sujets. L'idée c'est vraiment de surtout pas diaboliser justement les femmes qui se connaissent pas parce qu'on est toutes pareilles malheureusement, mais de montrer que il y a plein de on peut progresser par rapport à ça, on peut mieux se connaître, on peut mieux s'écouter
tout ça, là on a parlé du couple, mais en fait la vraie finalité de tout ça, c'est de se sentir mieux dans son corps, d'avoir un vrai mieux-être, de savoir apaiser les choses qui nous font du mal. Parfois, moi, j'invite les femmes aussi à faire une espèce de petit scan corporel, un exercice de visualisation, de dire où est-ce que je me sens bien, où est-ce que je me sens pas bien. Et en fait, on a des zones où on sent que c'est tendu, c'est douloureux, c'est fermé, etc. Et voilà, en étant plus à l'écoute de tout ça, en essayant de faire le lien entre ses ressentis, cette visualisation de son corps et où on en est dans son cycle. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent toujours au même moment? Est-ce qu'il y a des choses qui m'envoient un signal d'alerte? C'est un lanceur d'alerte, en fait, le cycle. Et ben, je vais aller travailler dessus, je vais aller l'apaiser. Et pour mon couple, puisque ici on est sur un thème du couple, je vais en parler pour, que ce soit quelque chose sur lequel on puisse avancer en collaboration et pas en conflit, parce que rajouter en plus du conflit et de l'incompréhension quand soi-même on n'est pas forcément toujours au top dans son corps, punaise, c'est un peu la double peine, quoi. Voilà, merci à tout le monde, merci à Swazig et à Marie-Lise pour leurs questions, et puis à bientôt. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au Cœur du Couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.